Une gifle s'abattit sur ma joue gauche. Je m'effondrai sur le plancher de bois dur, le visage brûlant d'une douleur vive et cuisante. Les oreilles bourdonnant violemment. Je m'appelle Fiona. J'ai 32 ans. Et pendant longtemps, j'avais été piégé dans un cauchemar vivant derrière des portes closes. Avant même que je puisse reprendre mon souffle, mon mari me lança un épais paquet de documents juridiques en plein visage. Les bords tranchants des feuilles blanches, un acte de renonciation destiné à me dépouiller de là. Seule maison que ma défunte mère m'avait laissée se dispersèrent partout sur le sol. Signe ces papiers avant mon retour, rugit-il, sa silhouette massive dominant sur moi. Le visage tordu de pure rage. Il se pencha et m'attrapa par le col de ma chemise, me tirant tout près. « Écoute-moi très attentivement, siffla-t-il, les yeux froids et impitoyables. Si je rentre ce soir et que je ne vois pas ta signature sur la ligne pointillée, j'emmène immédiatement notre fille de 6 ans hors de l'État. J'ai des relations au Texas. Tu ne la retrouveras jamais. Jamais. Essaie, si tu veux. » Il me repoussa sur le sol et sortit en trombe, claquant la porte d'entrée si fort que les fenêtres tremblèrent. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais complètement brisé et acculé. Mais ce soir-là, quand il rentra en s'attendant à trouver une épouse vaincue, il fut absolument terrifié par la personne qui se tenait devant lui dans l'obscurité. Si vous voulez voir exactement comment la situation s'est retournée et comment un manipulateur brutal est tombé dans son propre piège, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner. Laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien est la meilleure motivation pour que nous vous apportions davantage d'histoires puissantes et satisfaisantes de survie. Restez à l'écoute. Le rugissement du moteur du SUV de Jerry s'éloigna dans la rue calme de banlieue, me laissant tremblante tandis que je ramassais les papiers éparpillés sur le sol. Je fixai les lettres en gras imprimées en haut de la première page. C'était un acte de renonciation. Ce document avait été spécifiquement rédigé pour que je renonce à mes droits légaux sur la maison. Ici, à Coral Springs. Cette propriété n'avait jamais été un bien conjugal. C'était mon héritage séparé, transmis directement par ma mère il y a seulement quelques mois. Selon la loi de Floride, Jerry n'y avait aucun droit. Il ne pouvait ni vendre la propriété, ni l'utiliser comme garantie, ni toucher un seul centime de sa valeur, à moins que je signe physiquement cette ligne. Il connaissait parfaitement la loi. C'était exactement pour cela qu'il avait recours à la pure intimidation. Pour être honnête, la maison m'importait peu. J'aurais volontiers remis les clés si cela avait suffi à acheter ma paix. Mais ma paralysie venait entièrement de la menace glaciale qu'il venait de me cracher au visage. Je savais que Jerry ne bluffait pas. Au cours du mois précédent, il avait systématiquement confisqué les documents les plus vitaux de ma belle. Sa carte de sécurité sociale, son acte de naissance et son passeport avaient tous disparu de notre classeur commun. Il les avait enfermés dans son bureau privé, une pièce où il m'était strictement interdit d'entrer. Chaque fois que j'abordais le sujet du divorce, il utilisait sa domination financière comme une arme. Il se vantait qu'il engagerait les avocats les plus agressifs de l'État pour faire traîner une bataille de garde jusqu'à ce que je sois complètement ruiné. Ou pire, qu'il l'emmènerait tout simplement. L'idée de ne plus jamais revoir ma fille de 6 ans écrasait complètement mon esprit. Alors que je posais les papiers sur le comptoir de la cuisine, mon esprit commença à assembler les habitudes bizarres que j'avais ignorées pendant des années. Pourquoi mon mari était-il si profondément paranoïaque quant au contrôle des documents d'identité? Et puis il y avait sa garde-robe. Nous vivions en Floride. La chaleur estivale était notoirement brutale. Pourtant Jerry ne portait jamais de manches courtes. Pas une seule fois. Même à la plage, il portait des chemises en lin à manches longues. Il refusait catégoriquement d'aller nager dans la piscine de la résidence avec ma belle. Chaque fois que je lui demandais pourquoi il s'habillait ainsi sous la chaleur étouffante, il me rabrouait en me disant d'arrêter de poser des questions stupides. À l'époque, j'avais balayé cela d'un revers de main comme une bizarrerie personnelle. Maintenant, un frisson froid me parcourut l'échine. J'avais l'impression de vivre avec un parfait étranger.
Mon téléphone vibra soudain contre le plan de travail en marbre. L'écran s'alluma avec un message de Sharon, ma belle-mère. Je n'avais même pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il disait. L'aperçu montrait qu'elle m'appelait une épouse égoïste qui refusait d'aider son mari à construire un avenir. Elle me harcelait constamment, affirmant que j'étais ingrate de m'accrocher à une maison au lieu de financer l'entreprise de Jerry. Normalement, ces paroles toxiques m'auraient fait douter de moi-même. Aujourd'hui, je balayais la notification sans y penser une seconde. Les insultes mesquines de Sharon ne signifiaient absolument rien en ce moment. Je m'avançai dans le couloir et poussai la porte de la chambre de ma belle. Elle était assise sur son tapis de jeu, entièrement concentrée sur un cahier de coloriage. Elle leva les yeux. Ses regards innocents complètement inconscients du cauchemar qui se déroulait autour de nous. Je forçai un sourire, cachant le tremblement de mes mains. Je m'assis à côté d'elle et pris un crayon pour la rejoindre. J'avais besoin de ce bref moment de normalité pour ancrer ma santé mentale. Chaque fois que je regardais son petit visage, la réalité de la menace de Jerry résonnait dans ma tête. Il avait l'argent. Il avait les documents. Il avait la pure férocité pour me ruiner. Je réalisais que j'étais entièrement isolé. Jerry avait passé des années à me couper subtilement de mes amis. Il contrôlait les comptes bancaires, surveillant chaque ticket de course. J'étais une otage dans une prison de banlieue très confortable. Je restai un moment dans la chambre de ma belle, écoutant son bavardage sur ses dessins animés préférés. Mon esprit tournait autour des possibles voies de fuite, mais chaque porte semblait verrouillée. Je me levai, embrassai ma belle sur le front et me dirigeai vers la salle de bain pour me laver le visage. L'eau froide fit peu pour apaiser la douleur cuisante sur ma joue, servant de rappel physique cruel du délai qui m'était imposé. Il était presque 11 heures du matin lorsque la sonnette retentit juste au moment où j'appliquais frénétiquement du correcteur sur la marque rouge de ma joue gauche. Je me figeai, le souffle coupé, l'éponge de maquillage suspendue près de mon visage. Je m'approchai silencieusement de la porte et regardai par le Judas. C'était Declan, mon frère cadet. Il se tenait sur le porche, tenant un paquet brillamment emballé. Declan était un agent fédéral. Il avait mentionné brièvement quelques jours plus tôt qu'il terminait une opération majeure sur le terrain à Miami. Coral Springs se trouvait juste sur son chemin vers le nord. Et il avait décidé de passer à l'improviste pour livrer un cadeau d'anniversaire en retard pour ma belle. La panique monta dans ma poitrine. Je pris une profonde inspiration, collai un faux sourire sur mon visage et ouvris la porte. « Salut, grande sœur », salua Declan joyeusement en entrant. La circulation à Miami était un vrai cauchemar aujourd'hui. Où est la petite fêtée? Elle joue dans sa chambre, répondis-je rapidement, en gardant mon visage légèrement détourné de lui. Je fermai la porte et me dirigeai vers la cuisine pour créer un peu de distance. Tu veux de l'eau avant d'aller la voir? Oui. Merci, dit-il. Je pris un grand verre dans le placard, mais mes mains tremblaient si violemment que le verre cliqueta contre le plan de travail en granit. Je saisis la carafe d'eau à deux mains, essayant désespérément de me stabiliser. Mais quelques gouttes débordèrent. Je me retournai pour lui tendre le verre, le regard toujours fermement fixé sur le sol. Declan tendit la main pour prendre le verre. Son mouvement soudain attrapa mon regard périphérique. Sans réfléchir, l'instinct de survie pur prit le dessus. Je sursautai, les épaules relevées, et tirai mes bras en arrière, me préparant à un coup physique. Le verre glissa de ma prise et se brisa en morceaux sur le plancher de bois dur. Un silence de mort envahit la cuisine. Declan resta complètement figé. Le sourire joyeux et fraternel disparut de son visage, entièrement remplacé par un air de pure stupeur. Il connaissait cette réaction précise. Il l'avait vue chez des victimes terrorisées pendant ses enquêtes fédérales. Fiona, dit-il. Sa voix n'était plus détendue. Elle était basse, prudente et incroyablement ferme. Regarde-moi. Je gardai la tête baissée, fixant le verre brisé, les larmes montant à mes yeux.
Il s'approcha, avançant délibérément pour ne pas me faire sursauter à nouveau. Il tendit la main et enveloppa doucement mon poignet droit. J'essayai de me dégager par habitude, mais sa prise, bien que douce, était inflexible. Lorsqu'il souleva mon bras, la manche de mon cardigan gris glissa jusqu'au coude. La lumière dure de la cuisine exposa la vérité brutale. Des ecchymoses violets foncés et jaunes fanés peignaient mon avant-bras, avec des marques de doigts distinctes profondément imprimées dans la peau. Le souffle de Declan se coupa. Il inclina doucement mon menton vers le haut, me forçant à le regarder dans les yeux. Son regard entraîné repéra immédiatement la couche irrégulière de correcteur sur ma joue et le gonflement frais en dessous. Pendant un instant, il n'était plus que mon petit frère. Sa mâchoire se serra et ses yeux se remplirent d'un mélange déchirant de profonde tristesse et de rage explosive. Il me serra dans une étreinte serrée. La digue émotionnelle céda. Je m'effondrai contre sa poitrine et sanglotai sans contrôle. Des années de terreur accumulées se déversèrent en hoquets déchirants. Je lui racontai tout. Je lui parlais de la violence du matin, mais surtout je pleurais la menace imminente. Je lui dis que Jerry allait emmener ma belle hors de l'état ce soir même. Et que je ne la reverrais jamais. Declan me tenait simplement, me laissant pleurer jusqu'à ce que mes larmes se tarissent enfin. Il me tapota le dos en murmurant que j'étais en sécurité maintenant qu'il était là. Quand je m'écartai enfin pour m'essuyer le visage, l'atmosphère de la pièce changea brusquement. Declan se redressa, sa posture se raidit, ses épaules s'élargirent. Et l'émotion brute disparut de son visage. Ses yeux devinrent glacés, perçants et intensément calculés. Le frère au cœur brisé avait disparu. L'enquêteur fédéral venait de prendre son service. « Il croit pouvoir voler ma nièce ?» demanda Declan, son ton dépourvu de toute chaleur. Portant une pointe mortelle. Il sortit son téléphone sécurisé de la poche de sa veste. « Va t'asseoir sur le canapé. Fiona. Bois un verre d'eau. J'ai besoin de passer un coup de fil. Cette maison est uniquement à ton. Non, n'est-ce pas? Demanda Declan d'un ton entièrement juridique et professionnel. Je hochai la tête sans hésitation. Je confirmai que la propriété m'appartenait légalement, héritée directement de ma mère. Et que le nom de Jerry n'apparaissait nulle part sur le titre ni sur l'acte. Declan sortit un petit carnet de la poche intérieure de sa veste. Il me regarda avec une clarté fédérale stricte. Il expliqua qu'en vertu du 4e amendement, un propriétaire légal peut donner un consentement verbal volontaire pour une perquisition des lieux. Puisque je détenais l'autorité légale exclusive sur la propriété, j'avais le droit absolu de lui permettre l'accès à n'importe quelle pièce, y compris le bureau que Jerry gardait strictement hors limite. Je donnais à Declan mon autorisation explicite et non contrainte de forcer la serrure et de récupérer les documents d'identité de ma belle. Nous avancâmes dans le couloir jusqu'à la lourde porte en chêne. Jerry la maintenait toujours verrouillée avec un pendorment industriel. Declan ne donna pas de coup de pied dans la porte ni n'usa de force brute. Il plongea la main dans sa poche et sortit un élégant et compact jeu de levier de tension et de crochet. Il s'agenouilla silencieusement devant le trou de serrure. En quelques secondes, les goupilles internes s'enclenchèrent. Le pen glissa en arrière avec un bruit sourd. Declan poussa la porte, révélant une pièce sentant faiblement le café rance et le colombe cher. « Reste exactement là, sur le seuil, Fiona, » ordonna Declan. Sa voix tombant à un murmure bas et autoritaire. Il plongea à nouveau la main dans sa veste et sortit une paire de gants en nitrile noir, les enfilant d'un geste sec. Il ne fouilla pas la pièce au hasard. Il opérait avec la discipline précise et méthodique d'un enquêteur entraîné préservant une scène de crime potentiel. Il sortit son téléphone sécurisé et prit des photographies grand angle du bureau, des classeurs et de l'agencement général avant de toucher le moindre objet. Declan se dirigea directement vers le massif bureau en acajou au centre de la pièce. Il contourna une serrure secondaire sur le tiroir inférieur droit et le fit glisser en douceur. Il déplaça soigneusement une pile de dossiers fiscaux banals. En dessous se trouvait une épaisse enveloppe étanche. Il ouvrit le rabat et en sortit le contenu.
Je laissai échapper un souffle tremblant. C'était l'acte de naissance de ma belle, sa carte de sécurité sociale et son passeport. L'arme de levier que Jerry comptait utiliser contre moi était enfin hors de sa portée. Declan me tendit l'enveloppe. Je la serrai contre ma poitrine, sentant une vague massive de soulagement m'envahir. Mais Declan ne s'arrêta pas de fouiller. Ses doigts gantés explorèrent le fond du tiroir apparemment vide. Il appuya sur le panneau de bois, découvrant un double fond. Il introduisit un crochet plat dans la fente étroite et fit sauter la fine planche de bois. En dessous se trouvait un lourd coffre-fort en métal ignifuge. Declan crocheta le simple cadran à combinaison en moins d'1 minute. Le lourd couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, empilés soigneusement en paquets épais maintenus par des élastiques, se trouvaient des dizaines de cartes de crédit à plafond élevé et de permis de conduire falsifiés. Je me penchai en avant, le cœur battant violemment contre mes côtes. Aucune des cartes ne portait le nom de mon mari. Elles étaient émises au nom d'hommes appelés Arthur Vance, Thomas Reed et David Cole. Mon mari menait une multitude de vies fantômes sous mon propre toit. Puis Declan sortit une photographie glissée sous les cartes en plastique. C'était un tirage brillant plus ancien, légèrement fané. Il le tint sous la lampe de bureau. Je fixai intensément l'image. C'était Jerry assis dans un bar faiblement éclairé, tenant une pinte de bière. Il paraissait plus jeune, mais son visage était indubitable. Cependant, ce n'était pas son visage qui fit instantanément glacer mon sang. Sur la photo, Jerry portait un t-shirt à manches courtes. Son avant-bras gauche était entièrement exposé. S'étendant de l'intérieur du coude jusqu'au poignet se trouvait une massive marque de naissance en forme de croissant sombre. Elle ressemblait à une cicatrice de brûlure irrégulière. C'était exactement la raison pour laquelle il portait obsessionnellement des manches longues sous la chaleur brutale de Floride. Il cachait un marqueur physique distinct et hautement identifiable. Declan ne dit pas un mot, sa mâchoire serrée. Il posa la photographie à plat sur le bureau à côté des fausses cartes de crédit. Il tint son téléphone directement au-dessus, prenant plusieurs photos haute résolution pour capturer chaque détail. Il ouvrit une application de communication fédérale cryptée, joignit les images et tapa un message rapide à son collègue Garrett au bureau. Il appuya sur Envoyer, lançant immédiatement une recherche biométrique et financière dans les bases de données. Declan verrouilla l'écran de son téléphone et le glissa dans sa poche, les yeux fixés sur l'épreuve. Plus d'1 heure passa dans un silence tendu avant que l'application de communication cryptée sur le téléphone de Declan ne clignote enfin. La vibration soudaine me fit sursauter. Declan déverrouilla immédiatement l'appareil, les yeux parcourant l'écran. Le message venait de Garrett, de retour au bureau. Il était bref et urgent. La marque de naissance en croissant et les algorithmes préliminaires de reconnaissance faciale correspondaient à un profil recherché actif. Insère ton jeton, connecte-toi au système et vois par toi-même. Declan ne dit pas un mot. Il se dirigea vers son sac à dos tactique posé sur l'îlot de cuisine et en sortit un ordinateur portable mince délivré par le gouvernement. Il le posa sur le plan de travail en granit. Ouvrit le couvercle et inséra une clé de sécurité biométrique USB dans le port latéral. Un scan d'empreinte digitale lui donna accès. L'écran illumina la pièce sombre, affichant le portail de connexion de la base de données du National Crime Information Center. Ses doigts volèrent sur le clavier, tapant une chaîne complexe de codes pour contourner les pare-feux standards. Je me levai du canapé et m'approchai lentement du comptoir, l'estomac noué. Declan appuya sur la touche Entrée. Un dossier fédéral fortement expurgé s'afficha à l'écran. Il tourna légèrement l'ordinateur pour que je puisse facilement le voir. Une bannière rouge éclatante s'étendait en haut, marquant le sujet comme un fugitif de haute priorité. En dessous se trouvait une photo d'identité. L'homme qui me regardait avec des yeux morts et calculés était indubitablement mon mari. Cependant, le nom enregistré sur le dossier n'était pas Jerry. Il indiquait Elias Thorne. Mes genoux fléchirent complètement. Pendant cette année consécutive, le FBI avait activement recherché l'homme que j'avais épousé. Il n'était pas un consultant en investissement en difficulté.
Il était le chef identifié d'un syndicat sophistiqué de fraude financière et de falsification de documents opérant à travers les frontières des États. Le casier judiciaire détaillait ses opérations, fabrication d'identités, exploitation de failles immobilières et blanchiment de fonds volés via des comptes offshore fictifs. Mais le détail le plus alarmant était son statut financier actuel. Les rapports de renseignement indiquaient que son entreprise criminelle s'était récemment effondrée. Il se noyait dans des dettes massives. Chassé non seulement par les autorités fédérales mais aussi par de dangereux créanciers clandestins, exigeant un paiement immédiat. L'homme vivant sous mon toit était un criminel acculé et désespéré, à court de temps. Chaque dispute à propos d'argent, chaque exigence de contrôler mon salaire, chaque appel téléphonique secret qu'il prenait dehors, tout prenait un sens parfait et nauséabond. J'avais partagé un lit avec un escroc qui ne me voyait que comme un bouclier financier. Declan ferma l'ordinateur portable et retourna rapidement dans le bureau. Je le suivis sur ses talons. Il plongea la main dans le double fond du tiroir du bureau et en sortit un portefeuille plat en cuir noir qu'il avait contourné plus tôt. Il dézippa le compartiment principal et en tira un petit livret bleu marine. Il me le tendit. C'était un passeport fraîchement imprimé. J'ouvris la couverture et l'air fut instantanément chassé de mes poumons. Le visage innocent de ma fille de 6 ans me regardait depuis la page d'identification. Le nom imprimé à côté de la photo de ma belle était complètement faux. Sous le document falsifié se trouvait une feuille de papier pliée. Declan la déplia et la posa à plat sur le bureau en acajou. C'était un itinéraire de vol confirmé. La réservation montrait 2 billets aller simples pour l'Amérique du Sud. Prévu pour partir à 6 heures le lendemain matin. Jerry ne lançait jamais de menaces vides simplement pour obtenir un levier. Il avait méticuleusement orchestré son évasion permanente. Tout le puzzle s'emboîta avec une clarté horrifiante. Son exigence violente pour l'acte de renonciation avait un but très précis. Une fois que j'aurais signé mes droits sur la maison de Coral Springs, il avait l'intention d'utiliser le document légal pour obtenir un paiement massif et immédiat en espèces auprès de prêteurs non réglementés de type Harmony. Ces créanciers clandestins n'exigeaient pas de vérification d'antécédents standards. Ils n'avaient besoin que d'un acte signé pour remettre des centaines de milliers de dollars en quelques heures. Il prévoyait de prendre l'argent illicite, d'attraper ma belle au milieu de la nuit et d'embarquer sur un vol international avant même l'ouverture des banques. Il allait disparaître de l'autre côté des frontières internationales, me laissant seul face à sa ruine financière, complètement dépouillé de mon unique enfant. Je laissai tomber le passeport falsifié sur le bureau. Une rage froide et absolue remplaça chaque once de peur dans mon corps. Je regardais Declan, les poings serrés. L'épouse en larmes et terrorisée qui s'était recroquevillée sur le sol quelques heures plus tôt était morte. J'étais prête à déchirer le monde soigneusement construit qu'il avait bâti tandis que le ciel de Coral Springs s'assombrissait en un pourpre profond et lourd. Et qu'une camionnette de télécommunications non marquée s'arrêta silencieusement au bord du trottoir, se gare exactement 2 maisons plus loin de notre allée. À l'intérieur de ma maison, l'atmosphère passa instantanément de la panique frénétique à une précision calculée à haut risque. Je demandai nerveusement à Declan si nous devions appeler le 911 et faire intervenir la police locale. Il secoua immédiatement la tête, son expression impassible et strictement professionnelle. Absolument pas de flics locaux, ordonna-t-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Cela est devenu une opération fédérale de fugitifs dès que le hit de la base de données NCIC est apparu sur mon écran. Jerry est profondément paranoïaque, hautement expérimenté dans l'évasion des forces de l'ordre, et possède de fausses identités. Si les fréquences ouvertes des scanners de police locaux diffusent une perturbation domestique à cette adresse, il interceptera probablement ces fréquences. Il abandonnera son véhicule, disparaîtra dans la nature, et nous pourrions ne jamais le retrouver. À la place, Declan avait coordonné une équipe tactique spécialisée du FBI. Il se mettait activement en position à l'intérieur de la camionnette non marquée et encerclait silencieusement tout le périmètre de la propriété, maintenant un silence radio strict.
Il ne répondait pas à un simple conflit domestique. Il se préparait à exécuter un mandat d'arrêt fédéral à haut risque sur le fugitif connu sous le nom d'Elias Thorne. Mon rôle dans cette opération était strictement de confinement. Declan m'ordonna de prendre l'enveloppe contenant les vrais documents de Mabel et d'emmener ma fille directement dans la chambre principale. Verrouille la porte et ne sors pas, quoi que tu entendes dehors, commanda Théil. Ses yeux se verrouillant sur les miens pour s'assurer que je comprenais la gravité de la situation. Je hochai la tête, pris Mabel dans mes bras et la portai rapidement dans le couloir. Je fermai la solide porte en chêne derrière nous, enfonçant fermement le lourd pêne dormant. Je m'assis au bord du matelas dans le noir absolu, tenant ma fille serrée contre ma poitrine. Elle enroula ses petits bras autour de mon cou, me faisant entièrement confiance. Je murmurai que nous jouions à un jeu spécial de cache-cache silencieux et qu'elle devait rester parfaitement immobile. Je serrai son vrai acte de naissance et son passeport dans ma main tremblante. Le cœur battant violemment contre mes côtes tandis que je comptais chaque seconde agonisante. Dans le salon principal, le piège physique était méticuleusement mis en place. Un agent technique se glissa silencieusement par la porte de la terrasse arrière, portant un petit sac d'équipement. En 90 secondes. Il planta 2 micro-caméras haute définition dans les grilles d'aération du salon. Relia le flux vidéo en direct directement à la camionnette tactique à l'extérieur. Et disparut à nouveau dans les ombres. L'intérieur entier était désormais sous surveillance fédérale. Declan finalisa ensuite la tromperie ultime. Il saisit sur le porte-manteau du couloir mon cardigan fin à capuche gris. Nous partagions une génétique similaire. Nos tailles et la largeur de nos épaules étaient remarquablement proches, surtout à distance. Il enfila le tissu trop large par-dessus son gilet tactique et rabattit la capuche, obscurcissant complètement l'arrière de sa tête. Il appuya son doigt sur son oreillette dissimulée. Effectua un contrôle audio rapide avec l'équipe tactique à l'extérieur. Et vérifia la sécurité de son arme de service. Il abaissa même légèrement les épaules, imitant délibérément ma posture exacte de défaite. Declan se déplaça systématiquement dans la maison, éteignant chaque interrupteur. Une obscurité totale engloutit l'intérieur. À l'exception de la faible lueur ambrée du lampadaire filtrant à travers les stores tirés. Il marcha et se positionna stratégiquement dans le coin le plus éloigné de la salle à manger, faisant face volontairement à l'opposé de l'entrée principale. C'était exactement le coin isolé dans lequel je me réfugiais toujours lorsque Jerry explosait dans l'une de ses rages violentes et destructrices. Jerry s'attendait à entrer et à trouver une femme terrifiée et brisée, recroquevillée dans le noir. Il s'attendait à une soumission totale. La maison tomba dans un silence complet. L'air devint lourd et épais d'anticipation. Dehors, le quartier restait étrangement calme. Totalement inconscient du filet fédéral tendu autour de la propriété. À l'intérieur, Declan se tenait absolument immobile dans les ombres, ses muscles tendus et prêts. Le piège était verrouillé, chargé, et attendait patiemment que le prédateur entre aveuglément. À exactement 8h30 du soir. La lourde serrure de la porte d'entrée cliqueta et tourna agressivement, signalant le retour du prédateur. Les charnières en laiton gémirent bruyamment tandis que la porte s'ouvrait en grand, heurtant le mur de plâtre avec un bruit sourd. Des pas lourds martelèrent immédiatement le tapis de l'entrée. Jerry entra, respirant bruyamment. Il laissa tomber sa mallette en cuir sur le sol. Les boucles métalliques cliquetant durement dans l'obscurité absolue. « Fiona » cria-t-il, sa voix résonnant agressivement dans le couloir plongé dans le noir. Pourquoi toutes ces putains de lumières sont éteintes? Il ne prit même pas la peine d'atteindre l'interrupteur mural. Il était déjà alimenté par sa propre rage arrogante, s'attendant à une obéissance immédiate. Il avança plus loin dans le salon, ses lourdes bottes martelant le plancher de bois dur. « Je ne joue pas ce soir » rugit-il, arpentant furieusement près du canapé. « Où sont les papiers? Tu as intérêt à avoir signé cet acte. Sinon je jure que j'arrache Mabel de son lit tout de suite. Tu crois que je plaisantais pour le Texas? Sors d'ici. » La maison resta complètement silencieuse. Jerry s'arrêta de marcher.
Il tourna la tête. Ses yeux s'adaptant lentement à la faible lueur ambrée du lampadaire filtrant à travers les stores. Tirez. C'est alors qu'il aperçut la silhouette. Une figure drapée dans mon cardigan gris trop large se tenait recroquevillée dans le coin éloigné d'eux. La salle à manger. La figure faisait face au mur, les épaules affaissées, absolument immobile. C'était l'image exacte d'une épouse vaincue et terrifiée. Jerry laissa échapper un ricanement moqueur. Il prit le silence calculé pour une peur paralysante. Il crut que sa guerre psychologique avait parfaitement fonctionné. Il marcha vers la salle à manger, son agressivité augmentant à chaque pas. Il voulait imposer physiquement sa domination une dernière fois avant de prendre l'argent et de fuir. Il referma la distance en quelques secondes. Au lieu de frapper à l'aveugle. Il tendit la main gauche et saisit violemment le tissu épais de l'épaule grise. Il tira la figure en arrière avec une force brutale et impitoyable. Pleinement décidé à me faire tourner. Simultanément, il leva haut sa main droite dans les airs, les doigts repliés. Se préparant à asséner une gifle dévastatrice au visage. Je t'avais dit de signer les papiers. Beugla-t-il en abaissant le bras. Au moment où Jerry s'engagea dans le coup physique, l'illusion se brisa. La figure à capuche ne se recroquevilla ni ne cria. Declan pivota avec une vitesse aveuglante. Avant même que la main de Jerry n'ait parcouru la moitié du trajet, Declan intercepta le coup. Il bloqua le bras entrant. Saisit le poignet levé de Jerry d'une prise de fer et verrouilla l'articulation solidement. Declan appliqua une torsion sèche et brutale. Forçant un soupir soudain de douleur hors des poumons de Jerry. Les yeux de Jerry s'écarquillèrent d'une terreur pure et non diluée tandis qu'il fixait le visage d'un agent fédéral hautement entraîné au lieu de son épouse impuissante. Il essaya de se dégager, mais il était complètement piégé. Declan ne lui laissa pas une fraction de seconde pour se reprendre. Il s'avança rapidement dans la garde de Jerry. Accrocha sa jambe derrière le genou de Jerry et exécuta une prise d'immobilisation tactique. Parfaite. L'élan envoya Jerry s'écraser durement sur la table de salle à manger en verre. L'impact lourd fit trembler bruyamment le cadre en bois. Declan plaqua instantanément le côté du visage de Jerry contre le verre froid, enfonçant son genou lourdement dans le bas du dos de l'homme. Il tordit le bras capturé douloureusement entre les omoplates de Jerry, l'immobilisant complètement. Jerry se débattait sauvagement contre la table, donnant des coups de pied et criant des jurons paniqués. Il était entièrement désorienté, complètement inconscient du filet fédéral massif qui se refermait autour de lui. Soudain, de brillants points de mire laser rouge tranchèrent à travers les interstices des stores, dansant frénétiquement sur le dos de Jerry et les murs du salon. La porte d'entrée fut violemment enfoncée. FBI. Personne ne bouge. Gardez vos mains où on peut les voir. Une équipe tactique spécialisée inonda la maison. Les faisceaux aveuglants des lampes montées sur les armes coupèrent l'obscurité, illuminant la scène chaotique. Des agents lourdement blindés envahirent la salle à manger, entourant la table. Leurs fusils d'assaut levés et pointés directement sur le fugitif en lutte, assis en sécurité derrière la porte de chambre verrouillée. Je couvris les oreilles de Mabel tandis que les cris étouffés résonnaient à travers la cloison. Dans le plafond, les micro-caméras cachées capturèrent toute la séquence parfaitement. L'extorsion verbale de Jerry, son agression physique et sa prise finale furent enregistrées de manière permanente sur un serveur fédéral sécurisé. Les menottes en acier froid cliquetèrent fermement autour des poignets de Jerry, le dépouillant définitivement du pouvoir toxique qu'il avait autrefois imposé à cette maison. Deux agents fédéraux lourdement blindés le saisirent par les épaules et le firent sortir agressivement par la porte d'entrée. Il ne cria plus ni ne me menaça. Son façade arrogante s'était entièrement effondrée, remplacée par la réalité pathétique et tremblante d'un fugitif vaincu. Il fut poussé à l'arrière d'un véhicule de transport non marqué, les lourdes portes métalliques claquant et scellant son destin. À l'intérieur de la maison, l'équipe tactique passa sans transition en unité de récupération de preuves. Declan dirigea les agents directement vers le bureau.
Ils confisquèrent officiellement le coffre-fort ignifuge, en sachant les fausses cartes de crédit, les documents d'identification falsifiés et le passeport frauduleux portant le visage innocent de Mabel. Chaque élément de levier illicite que Jerry avait laborieusement construit fut catalogué et retiré de la propriété. Declan s'arrêta à la porte d'entrée avant de partir avec son équipe, me serrant brièvement dans une étreinte ferme. Le danger physique immédiat était enfin terminé. Mais les retombées systémiques ne faisaient que commencer à se dérouler. Le filet fédéral ne s'arrêta pas à Jerry. Tôt le lendemain matin, des agents du FBI frappèrent avec force aux portes de Sharon et Beth. Ma belle-mère et ma belle-sœur furent brusquement emmenées dans des salles d'interrogatoire fédérales stériles. Les autorités les questionnèrent agressivement quant à leur connaissance du syndicat criminel d'Elias Thorne et du flux continu de fonds illicites finançant leur mode de vie confortable. Elles paniquèrent complètement sous la pression fédérale intense. Elles sanglotèrent sans contrôle, se pointèrent du doigt mutuellement et affirmèrent une ignorance totale de la fraude. Finalement, les procureurs déterminèrent qu'il n'y avait pas de traces écrites concrètes suffisantes pour les inculper formellement de blanchiment d'argent. Cependant, elles ne s'en sortirent pas indemnes. L'enquête fédérale déclencha un gel immédiat et indéfini de tous leurs comptes bancaires, fonds de retraite et actifs physiques. Leurs réputations sociales impeccables dans leur communauté locale furent complètement anéanties du jour au lendemain lorsque le raid du FBI devint un sujet de ragot public. Plus important encore, leur distributeur automatique personnel avait disparu à jamais, coupé de l'argent volé de Jerry. Elle faisait face à une ruine financière absolue et à des faillites imminentes. Dans leur désespoir, Sharon et Beth laissèrent des dizaines de messages vocaux frénétiques et en larmes sur mon téléphone, suppliant pour des prêts d'urgence et le pardon. Elles s'attendaient à ce que l'épouse soumise et obéissante les tire d'affaire. Je n'écoutais même pas les enregistrements pathétiques. Je bloquais définitivement leur numéro, coupant le lien toxique sans la moindre hésitation. Plusieurs mois plus tard, le poids écrasant du système judiciaire américain prit pleinement effet. Jerry pourrissait dans un centre de détention fédéral de haute sécurité, entièrement privé de liberté sous caution par un juge fédéral strict. Il faisait face à une liste massive d'inculpations fédérales, garantissant pratiquement qu'il passerait les prochaines décennies derrière les barreaux sans possibilité de libération anticipée. Son statut de criminel grave et les preuves vidéo indéniables de son extorsion et de son agression violente rendirent mon combat juridique incroyablement simple. Mon avocate poussa agressivement les papiers à travers le système des tribunaux de la famille. Un juge accorda rapidement un divorce absolu. Plus important encore, le tribunal m'accorda la garde légale et physique exclusive de ma belle, coupant définitivement les droits parentaux de Jerry. Il ne pourrait plus jamais utiliser le système juridique comme une arme contre nous. Je me tins sur le porche avant de ma maison de Coral Springs, tenant une tasse fumante de café. Une douce brise chaude de Floride faisait bruisser les palmiers, portant le parfum du jasmin en fleurs. À l'intérieur de ma chambre, enfermé solidement dans un lourd coffre-fort en acier, se trouvait l'acte original de cette propriété. Il était légalement, financièrement et incontestablement le mien. Je pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air vif du matin. En bas, dans l'allée, Mabel riait joyeusement en dessinant des formes colorées sur le béton avec de la craie de trottoir. L'ombre lourde de la peur qui avait étouffé nos vies pendant des années avait entièrement disparu. Nous n'étions plus des otages, cachés dans notre propre maison. Je regardais ma fille jouer librement sous le soleil brillant du matin, ressentant un profond sentiment de paix inébranlable. J'avais riposté, survécu au cauchemar et sécurisé notre avenir. Je ne regardais plus jamais en arrière.